Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle page de l'actualité environnementale. Au sommaire, l'Angola prévoit de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Les autorités du pays mettent en place des stratégies afin de mener à bien ce projet. Les gorilles sont menacés de disparition au Nigeria. Des activités de sensibilisation sont menées par le Wild Africa Fund pour ramener la population de ce pays à protéger ces animaux. Et puis, 6 jeunes Portugais ont traduit 32 pays devant le tribunal à cause de leur rôle et de leurs actions dans le réchauffement climatique. Vous en saurez plus dans un instant. C'étaient les titres. À présent, le journal. L'Angola compte une stratégie nationale pour les changements climatiques, prévoyant une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Grâce à l'obtention de financements pour l'exécution des projets, les autorités angolaises entendent mettre sur pied des centres de recyclage pour la transformation des déchets. Plus de compréhension dans le récit qui suit. À l'horizon 2035, l'Angola prévoit réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre grâce à la mise à disposition de financements destinés à la réalisation de projets structurants. Ainsi, la ministre angolaise de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a fait l'annonce du lancement du programme national destiné aux provinces de Luanda, Huila, Hombo, Cabinda et de Namibe, grandes productrices de déchets. L'Angola s'est engagé depuis janvier 2023 à utiliser 77% des énergies renouvelables d'ici 2025. Et pour mener à bien ces projets à travers des cellules préparées pour le traitement de l'extraction des eaux, les autorités angolaises entendent créer des centres de recyclage de déchets pour leur transformation. Selon Ana Paula de Carvalho, l'objectif du gouvernement est de pouvoir créer des cellules de traitement de déchets qui ne sont pas liquides, tels que des plastiques, papier, aluminium, verre, qui jetés séparément peuvent être révalorisés. En ce jour, l'Angola produit 116% de son énergie à partir de sources respectueuses de l'environnement. Encourageant la transition vers l'énergie propre, le gouvernement angolais a réitéré sa détermination à maintenir des efforts dans l'action climatique et dans l'adoption d'un modèle de développement à faible émission de carbone. Les parcs nationaux de Nungwe et d'Orsala-Kokua, situés respectivement au Rwanda et en République du Congo, font désormais partie du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. La décision a été prise lors d'une session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'est tenue à Riyad, la capitale saoudienne. Alessandra Adekombi. Le Rwanda ne fait plus partie des 12 pays africains sans site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Le parc national de Nungwe, une forêt tropicale couvrant près de 102 000 hectares au sud-ouest de ce pays d'Afrique de l'Est, est désormais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc est l'un des sites de conservation des oiseaux les plus importants d'Afrique. Il abrite 12 espèces de mammifères et 7 espèces d'oiseaux qui sont menacées avec 317 espèces d'oiseaux recensées. Le parc contient également les habitats naturels les plus importants pour un certain nombre d'espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Un double coup d'état pour le bassin du Congo. Le deuxième plus grand massif de forêt tropicale du monde, a vu le même jour 2 des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc national d'Ojala-Kokua, qui s'étend sur 13 546 km² au nord-ouest de la République du Congo, a également été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'organisation non gouvernementale de conservation de la nature basée à Johannesburg en Afrique du Sud est responsable de la gestion des 2 nouveaux sites qui s'ajoutent à la liste. Cela est dû au contrat de conservation à long terme d'une durée de 20 ans signé avec les gouvernements rwandais et congolais. La jeunesse congolaise s'engage dans la protection de l'environnement. Une marche sportive environnementale a été organisée pour ce faire par la Brazzaville International Leadership Youth Forum. Elle consiste à nettoyer la ville sur le trajet et vise à sensibiliser les jeunes Congolais sur le besoin et l'importance de garder l'environnement sain. Léonce Sago.
Dans l'optique d'impliquer davantage la jeunesse congolaise dans des actions visant à protéger l'environnement, la Brazzaville International Leadership Youth Forum a rassemblé plus d'1 millier de jeunes de tout le Congo autour d'une marche sportive environnementale. En effet, à travers la marche, ces jeunes ont relevé le défi de ramasser des déchets sur le trajet de la place de la gare à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Débat ce dimanche 24 septembre. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions engagées par l'État congolais de garantir la protection de l'environnement comme stipulé dans l'article 41 de la Constitution. Je cite, « Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. » En organisant cette marche sportive environnementale, la BILIF entend interpeller la jeunesse congolaise en particulier et africaine en général sur la problématique de la protection de l'environnement afin de plus les engager sur le sujet. Il est à souligner que cette marche sportive environnementale a eu lieu à environ un mois de la tenue du sommet des 3 bassins qui est prévu du 26 au 8 octobre 2023 à Kintélé. Il s'agit d'une initiative qui vise à établir une gouvernance sud-sud pour les régions forestières du Bornéo-Mékong, de l'Amazonie et du bassin du Congo. Les gorilles sont en voie de disparition au Nigeria. Le pays n'en compte plus que 100 individus. Face à cette situation, le Wild Africa Fund, une organisation non gouvernementale de protection de la faune sauvage, demande aux Nigériens de protéger les gorilles uniques de Cross River. L'alerte a été donnée le 24 septembre 2023 à l'occasion de la Journée mondiale des gorilles. Le point avec Alessandra Dekambi. Le gorille de Cross River, l'une des espèces sauvages les plus emblématiques et les plus appréciées du Nigeria, est confronté à de nombreuses menaces, notamment la chasse et la perte de son habitat en raison de l'expansion agricole et l'exploitation forestière commerciale. Selon le Wild Africa Fund, il ne reste plus qu'environ 300 individus de ces gorilles de Cross River à l'état sauvage, dont 100 vivant dans l'état de Cross River au sud-est du Nigeria et le reste au sud-ouest du Cameroun. Le 24 septembre 2023, à l'occasion de la Journée mondiale des gorilles qui célèbre ces primates considérés comme l'une des espèces les plus menacées au monde, le World Africa Fund a publié un communiqué sur la situation des gorilles au Nigeria. L'organisation de protection de la faune sauvage basée en Afrique du Sud exhorte le public nigérien à protéger les gorilles uniques de Cross River en soutenant les efforts en cours pour sauvegarder leur population et leur habitat ainsi qu'en réduisant la demande de viande de brousse commerciale qui les menace. Faisant allusion au modèle de conservation de gorilles en vigueur au Rwanda et en Ouganda, le Wild Africa Fund indique que les gorilles peuvent être source de revenus grâce au tourisme. Pour améliorer la conservation des gorilles au Nigeria, le Wild Africa Fund a lancé une campagne de sensibilisation du public. L'opération d'1 mois s'appuie sur la radio, la télévision, les journaux, les panneaux d'affichage et les médias sociaux pour informer la population sur les menaces qui pèsent sur les gorilles de Cross River et pour amplifier les lois sur la faune et les mesures anti-braconnage qui les protègent. L'Union africaine, l'ONU et la BAD veulent renforcer la capacité du continent africain à répondre au changement climatique. À cet effet, elle compte débloquer une enveloppe de 200 millions de dollars. Cela permettrait d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des plans d'action efficaces en matière de réchauffement climatique. Suivant. L'Union africaine, l'Organisation des Nations unies et la Banque africaine de développement ont récemment annoncé le versement de 2 millions de dollars à l'Afrique pour renforcer la réponse au changement climatique sur le continent. Cette initiative vise à soutenir les efforts des pays africains dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et à promouvoir les pratiques durables en matière d'adaptation et d'atténuation. Ce financement sera principalement utilisé pour renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes vulnérables en Afrique et en particulier dans les régions qui sont les plus touchées par les effets du changement climatique, tels que la sécheresse, les inondations et l'élévation du niveau de la mer. Les fonds seront également alloués à des projets visant à promouvoir les énergies renouvelables, la gestion durable des ressources naturelles, l'agriculture climato-intelligente et les pratiques respectueuses de l'environnement.
Selon l'expert en environnement Jérôme Koumba, le manque de répartition au niveau des pays et les critères d'éligibilité auxquels les États devront s'attendre sont à redouter. L'Afrique est l'un des continents les plus touchés par le changement climatique, bien que sa responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre sont relativement faibles. Plus de 30 pays sont traduits devant la Cour européenne des droits de l'homme pour incapacité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, 6 jeunes Portugais ont mis leur pays et 31 autres États à la barre hier 27 septembre pour leur rôle et actions qui favorisent le réchauffement de la planète et dont les conséquences ont été sans appel cette année, notamment au cours de l'été. Viva Samana nous en dit plus. C'est un combat David contre Goliath qui vient de commencer ce 27 septembre à Strasbourg devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit de 6 jeunes Portugais âgés de 11 à 24 ans qui traduisent plus d'une trentaine de pays à la barre des accusés pour leur incapacité conjointe à réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris de 2015 sur le climat. En effet, les émissions de gaz à effet de serre sont l'une des principales causes du réchauffement de la Terre. Ce réchauffement dont les conséquences se ressentent partout sur la planète depuis quelques années avec des incendies dévastateurs, des sécheresses et canicules records, ainsi que des tempêtes et inondations sans précédent. Les plaignants au cours de ce procès hors norme et susceptible de marquer l'histoire affirment que le réchauffement climatique alimenté par les émissions de gaz à effet de serre favoriserait les problèmes de santé principalement à cause des feux de forêt dont ils sont victimes. André Oliveira, l'une des plaignantes âgée de 15 ans, déclare que les gouvernements européens ne parviennent pas à les protéger alors que les enfants et les jeunes sont en première ligne face au changement climatique en Europe. L'avocat des 6 jeunes Portugais auteurs de la plainte, c'est le Britannique Jerry Liston, expert de la Cour européenne des droits de l'homme, une décision qui agirait comme un traité contraignant les pays et les intimant d'accélérer leurs efforts pour atténuer le changement climatique. La pollution liée au déplacement pour se rendre au bureau baisse automatiquement lorsque les salariés sont en télétravail. Ils produisent 54% de CO2 de moins que lorsqu'ils vont au bureau. Ce chiffre est cependant relativisé car certains télétravailleurs polluent plus en restant chez eux qu'en se rendant au travail. Le télétravail est-il plus écologique que le présentiel? Rafi Tumbergu nous en dit plus. Une étude menée aux États-Unis démontre que l'empreinte carbone d'un salarié est surtout constituée de sa consommation d'énergie au bureau et de ses trajets en voiture, notamment entre le bureau et le domicile. Ce dernier indicateur baisse automatiquement quand le salarié est en télétravail. Il ne se déplace plus pour aller au bureau, mais cela ne veut pas dire qu'il consomme moins. Selon Fenki Yu, co-auteur de cette étude, les gens disent « je travaille depuis chez moi, je suis neutre en carbone », mais cela n'est pas toujours vrai. En effet, tous les télétravailleurs ne vivent pas dans des logements économiques en énergie. Les outils informatiques des bureaux consomment aussi souvent moins que les équivalents individuels comme les imprimantes par exemple. De plus, le télétravail a poussé de nombreux salariés à déménager vers les zones rurales plus éloignées du bureau. Le télétravail est-il plus écologique que le présentiel? Cette étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Science s'est sérieusement penchée sur la question, a souligné des gardiens. Après les recherches, elle révèle que les salariés 100% en télétravail émettent 54% de CO2 en moins que les salariés en présentiel. Ce chiffre doit être pris en compte car certains télétravails polluent plus en restant chez eux qu'en se rendant au travail. La plus grande fleur du monde, la Rafflesia, est victime de culture du palmier à huile. Cette fleur de 42 variétés, dont la Magnificia, la plus menacée, risque de s'éteindre donc sans prise de conscience de la population sud-asiatique selon les scientifiques. Léonce Sago. La planète est en alerte avec des milliers d'espèces végétales et animales menacées d'extinction. Parmi elles, la Rafflesia, plus grande fleur du monde pouvant atteindre 115 cm de longueur, 37 cm de largeur et pouvant peser jusqu'à 10 kg. Il en existe 42 variétés qui sont menacées d'extinction en raison de la destruction de leur habitat forestier en Asie du Sud-Est, notamment dans les forêts tropicales de Sumatra et Bornéo en Indonésie et au sud de la Thaïlande. Selon les scientifiques, la Magnifica est celle considérée en danger critique malgré son apparence robuste.
Ces forêts laissent désormais place à des milliers de kilomètres de palmiers, représentant ainsi une catastrophe pour cette fleur et tant d'autres espèces végétales. Il est à noter que la Rafflesia, pour attirer les mouches, dégage une odeur de chair de putréfaction, ce qui lui vaut le nom de fleur cadavre. Elle est dotée d'immenses pétales rouges écarlates dépourvus de feuilles, de tiges et de racines. Malgré que d'autres végétaux disparaissent en silence, la Rafflesia est celle dont on parle le plus à cause de la notoriété dont elle jouit. Pour les scientifiques, 40% des espèces de plantes pourraient s'éteindre à courte échéance, d'où l'importance et l'urgence d'inverser la tendance en imaginant une société plus respectueuse du vivant, car ces plantes sont extrêmement résilientes. Séparer le climat de la géopolitique. C'est le cri de cœur que vient de lancer l'Agence internationale de l'énergie. L'organisme européen met la pression sur ses États membres afin de financer davantage la transition énergétique et d'arrêter les manœuvres géopolitiques. Cet appel intervient à 2 mois de la COP28 sur le climat qui se tiendra à Dubaï. Vivas Amana. L'Agence internationale de l'énergie a dévoilé ce mardi une mise à jour des objectifs et des calendriers de son document référence. Elle veut par cette action mettre la pression sur ces pays avant le grand rendez-vous sur le sommet climatique annuel à Dubaï aux Émirats arabes unis à partir du 30 novembre prochain. L'organisme rattaché à l'Organisation de la coopération et du développement économique OCDE met un coup de pouce sur cet État membre à financer la transition énergétique. Le directeur de l'AIE, le Turc Fatih Birol, prévient que pour que l'objectif de limiter le réchauffement climatique de la planète à 1,5 degré Celsius reste d'actualité, il faut que le monde se mobilise rapidement. Il précise que les gouvernements doivent séparer le climat de la géopolitique compte tenu de l'ampleur et du défi à relever. Ainsi, pour maintenir l'espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, l'Agence internationale de l'énergie assure que la capacité mondiale de production d'énergie renouvelable doit encore tripler d'ici à 2030. Et les dépenses associées doivent passer de 1 800 milliards de dollars en 2023 à 4 500 milliards de dollars annuels au début de la prochaine décennie. Pour cela, une coopération internationale équitable et efficace est nécessaire de toute urgence pour débloquer les investissements dans les énergies propres. En France, 2 centrales à charbon sont autorisées à fonctionner plus longtemps jusqu'en fin 2024. Ceci pour éviter tout blackout hivernal. Chaque tonne de CO2 émis par les centrales à charbon devra cependant être compensée. Plus de compréhension dans ce commentaire de Raketou Bereko. Afin d'éviter les coupures généralisées de l'approvisionnement en électricité à l'hiver 2024 en France, 2 centrales à charbon ont obtenu jeudi dernier l'autorisation de fonctionner plus longtemps jusqu'à fin 2024. Toutefois, ces centrales à charbon devraient payer plus cher pour la compensation de leurs émissions car leur mise en fonctionnement coûte très cher. Dans un décret publié au journal officiel, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux producteurs d'énergie issu de la loi climat est désormais rehaussé à 1,8 kilotonnes d'équivalent dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installé entre le 1er avril et le 31 décembre 2024. Ce qui permettra aux centrales de fonctionner durant 500 heures supplémentaires pour un total de 1800 heures, soit 75 jours de production non-stop. Ce plafond donne une possibilité très large d'utilisation en cas de grosses vagues de froid, a expliqué Julien T2, directeur général du courtier Opéra Énergie. Mais les centrales à charbon sont de toute façon contrôlées par la logique économique, a-t-il ajouté. Désormais, chaque tonne d'équivalent CO2 émis coûtera 50 € au lieu de 40 € selon les décrets. Les 2 centrales à charbon sont toujours en activité en cas de pic de demande électrique à Cordemais et à Saint-Avold. L'hiver prochain, nous anticipons à un niveau de tension moindre par rapport à l'année dernière. Mais par précaution, nous prenons toutes les mesures qui assureront la production électrique, a expliqué le ministère de la Transition énergétique. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes.